Bienvenue dans la matrescence, vous écoutez l'épisode numéro 59, le dernier épisode de la saison 2. Bonjour à tous et bonjour à toutes. La matrescence, c'est la contraction des mots maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère. Et si vous voulez en savoir plus, il suffit d'écouter le premier épisode. Dans ce podcast, on parle du postpartum, du 4e trimestre, de la joie d'être parent, mais de ses difficultés aussi. Bref, on parle de la vie. La matrescence met en avant des femmes et des hommes qui racontent, expliquent et donnent une autre définition à la parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, la créatrice de ce podcast. Je suis journaliste de formation dans le sport, à la télé, rien à voir. Mais je suis aussi professeure diplômée de yoga pré- et postnatal. Et puis surtout, je suis maman d'une petite fille de 2 ans et demi. Je m'appelle Ella. Bienvenue de la matrescence. La matrescence transforme la vie des mères, des pères, mais surtout des familles dans leur ensemble, alors parlons-en. Ici, pas de tabou, je vous propose une conversation intime, remplie d'émotions et d'informations. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et le must à mettre 5 étoiles. J'ai lancé mon site web, n'hésitez pas à y faire un tour pour trouver des épisodes que vous n'avez encore jamais écoutés. Tout y est, clémentinesarlat.com. Le 30 septembre 2019, la vie de la famille de Sandy Tourondel bascule. Sandy est maman de jumeaux, Arthur et Jules. Ils sont nés grands prématurés, mais jusqu'à leurs 5 ans, leur santé n'est pas une source d'inquiétude. Et puis ce 30 septembre 2019, Arthur est diagnostiqué d'un gliome infiltrant, le tronc cérébral, un cancer du cerveau extrêmement rare et surtout incurable. Les médecins parlent d'une période de 9 mois à 2 ans avant qu'Arthur ne décède de sa maladie. Le monde de Sandy s'écroule, mais Sandy est une battante. Elle et son mari Alex vont tout faire pour qu'Arthur vive les plus beaux derniers mois de sa vie. Sandy et ses amis créent l'association Les Étoiles Filantes pour que les enfants malades puissent réaliser leurs rêves et notamment rencontrer leurs sportifs préférés. Arthur a eu la chance de pouvoir passer quelques heures avec Kylian Mbappé. Il y aura d'ailleurs une vente aux enchères en septembre 2020 pour aider l'asso. Allez faire un tour sur leur site, il y a toutes les infos. Cet épisode est plein de vie, d'espoir. Si Sandy raconte une histoire que tout parent redoute, elle lève également le voile sur ce qu'est la réalité d'accompagner un enfant en fin de vie et de gérer un autre petit garçon, Jules, le jumeau d'Arthur. Je vous souhaite une très bonne écoute et merci du fond du cœur à Sandy, à Alex, à Jules et on pense très fort à Arthur. Salut Sandy. Bonjour Clémentine. Merci beaucoup d'être venue jusqu'à moi, dans ma maison. J'apprécie beaucoup, parce que tu habites un peu loin. Ça fait un peu de route, mais le cadre est agréable, donc c'est très bien. Je précise, tu as en profité quand même pour aller faire un petit tour à la plage, donc ça va. C'est pas quand que même. Tu n'es pas venue et pour manger moi. quelques huîtres et crevettes, donc tout va bien. Alors, tu es maman de jumeaux, Arthur et Jules. Est-ce que tu peux nous raconter quand ils sont arrivés? Est-ce que c'était une grosse surprise ou est-ce que tu savais qu'il y avait un risque d'avoir des jumeaux dans ta famille? Alors pas du tout, en fait, il n'y avait aucun risque. Donc dans la famille, je ne savais même pas qu'il y en avait et on en a découvert juste une paire du côté de l'arrière-grand-père de mon père. Donc absolument rien de génétique. Donc c'est vrai que quand on va passer la première échographie, je suis avec mon mari et en fait l'échographe tout de suite retire le truc et parce qu'on m'en avait fait passer une au bout de 1 mois et demi. Alors moi je me disais tiens c'est bizarre, qu'est-ce qu'elle a vu ma gynéco, qu'est-ce qui va se passer mais je m'imaginais pas grand chose, je me disais bon c'est pas grave, c'est quelque chose de contrôle, etc. Et là elle remet son appareil et elle nous regarde et elle nous dit félicitations, il y en a 2. Et là il y a 10 secondes où il se passe, dans notre tête, on se regarde. Moi, limite, j'ai les larmes aux yeux parce que je sais pas si je dois rigoler ou pleurer. Et on est sortis, en fait, de l'échographie. On habitait encore à Paris à l'époque et on a fait, 20 fois le tour du pâté de maison en se disant mais c'est pas possible, des jumeaux. Enfin, ça nous paraissait quand même, pour des premiers enfants, quelque chose
on n'y avait pas pensé, quoi. Et donc on s'est dit, allez, c'est parti pour l'aventure, mais ça a été un petit choc quand même au début. Voilà. Ouais, petit, je pense que tu peux le dire comme ça, ouais. Et surtout qu'en plus, donc tout de suite, on nous dit que ce sont des vrais jumeaux, voilà, donc c'est monocorial biamniotique. Donc monocorial, c'est un placenta, et biamniotique, 2 poches. Voilà. Donc c'est pas le cas vraiment extrême où ils sont vraiment dans la même poche, mais par contre, ils ont le même placenta. Et donc, au bout d'un mois et demi, on me dit déjà, ça va être une grossesse à risque, préparez-vous, vous allez être très surveillés, etc. Donc ça pose quand même les bases. Voilà. T'as été à terme ? Pas du tout. Absolument pas, puisque donc on faisait des échographies à peu près, c'était toutes les 3 semaines. Il y avait tout un rituel, et en même temps, en plus, on déménage. Donc au début je suis suivie à Paris, on part à Lyon, donc là je suis suivie dans un super hôpital à Lyon, vraiment on m'avait recommandé plein de gens, donc ça fait partie, on va s'apercevoir que nous il y a beaucoup de gens qui nous ont suivis dans le milieu médical, et là on tombe vraiment sur 2 personnes fantastiques et qui vont nous accompagner parce que ça va être une première épreuve en fait finalement. En fait ils s'aperçoivent que donc Jules, le plus petit, qui deviendra Jules, a son cordon ombilical qui est mal inséré dans mon placenta, et qu'il commence à ne pas grossir. Donc 4 mois, 5 mois, ça commence à être déjà, on nous dit ouais, ça c'est quand même pas bon signe, il faut surveiller ça. Et donc moi je vais être hospitalisée à peu près au bout de 5 mois et demi. À Lyon, à l'hôpital de la Croix-Rousse, et là pendant 1 mois, en fait 4 fois par jour, ils écoutent le cœur des 2 bébés. Et on doit surveiller, et sachant qu'en fait, ils peuvent me faire accoucher à tout moment. Et que le but à ce moment-là, c'est de gagner des jours pour qu'ils aient les 2 le moins de séquelles possible. Donc moi, cette période, je la vis très positivement, dans le sens où je me dis, je leur parle beaucoup, je leur dis, les garçons, on va y arriver, on va s'en sortir, vous allez être en forme. Enfin, je pense que je le vis mieux que mon mari qui est vraiment impuissant, qui peut rien faire en fait dans ce moment-là. Mais moi, je les ai, et je me dis, on va y arriver. Donc, il y a forcément des moments qui sont plus compliqués que d'autres, mais on se prépare doucement à ce que ça arrive quand même rapidement. Donc, ils ont le temps de me faire des piqûres de corticoïdes qui permettent en fait de faire grandir les poumons. Voilà. Et finalement, j'accouche à 29 semaines. Voilà. Donc 29 semaines, c'est 6 mois et demi. C'est des très grands prématurés. C'est donc des grands prématurés, voilà. Donc à la naissance, Arthur fait 1,2 kg et Jules fait 900 grammes, et il va chuter même à moins de 800 grammes. Voilà, donc on est vraiment dans un... nous, en fait, on ne se rend pas compte. C'est maintenant, quand on va regarder des photos, on va se rendre compte. Mais en fait, à l'époque, quand ça s'est passé, tu vis le truc. C'est ta normalité. C'est un peu de la normalité, voilà. Même si, oui, ils sont tout petits, ils sont rien, mais bon, c'est tes enfants, ils sont là, ils sont pris en charge. Et là, ils vont tout de suite aller en réanimation. Donc là, ils vont quand même passer quasiment 3 mois à l'hôpital. Voilà, en faisant réanimation, soins intensifs, puis néonatalité. Voilà. Ouais, donc déjà, c'était un début de vie où tu as dû gérer du stress. Donc j'imagine que devenir mère, c'est particulier quand on devient mère à travers tout ce médical, quoi. Ah il y a quelque chose de... Alors, je pense qu'à la fois, si j'avais été mère avant, je me serais dit, oui, ça se passe comme ça, il y a toutes ces étapes-là. Finalement, moi, je ne savais pas. Mais il y a des choses quand je suis à l'hôpital, donc en fait, je ne reste pas tous les soirs, on reste pas tous les soirs. Par contre, on va les voir tous les jours. Donc moi, pendant 3 mois, j'y suis allée tous les jours. Je passais du temps avec eux. Donc alors, au début, c'est juste à regarder... une couveuse avec ton enfant qui a des fils de partout, et puis juste pouvoir... on pouvait même pas les toucher. Enfin, on a pu faire du pot à pot au bout de 15 jours à peu près. Mais bon, ce qui était déjà quand même quelque chose. Mais tu te dis, après, tu sors de l'hôpital, et puis moi, je me souviens, j'étais sur un banc à un moment, j'avais fait une petite pause et tout. Et là, je vois une famille sortir avec... la poussette, et puis le papa qui arrive pas à mettre le landau dans la voiture, et puis qui s'énerve sur le coffre parce que c'est les premiers moments, tu sors avec ton enfant, et je me dis, en fait, moi je vais pas connaître ça.
Enfin, on va pas connaître ça. C'était vraiment particulier de rentrer chez toi aussi en étant maman, mais d'avoir la chambre de tes enfants vide. Voilà, donc il y a vraiment des passages. Mais d'un côté, moi, j'étais pas forcément j'ai pas eu de cousins, de cousines, mes parents n'ont pas de frères et sœurs, donc j'ai jamais été entourée, on va dire, en famille à m'occuper de ma petite nièce ou de ma petite cousine, etc. Et donc j'avais beaucoup de choses à apprendre en tant que maman, et finalement toute la partie, alors pas réanimation et soins intensifs, parce que là c'était vraiment, ils avaient besoin d'appareils pour vivre, mais quand ils sont passés en néonatalité, et moi, je suis sortie de la néonate, je savais tout bien faire, quoi. C'était un petit peu un apprentissage de il a de la fièvre, prendre un bain, enfin, voilà. Et donc, alors, on aurait pu s'en passer, hein, mais en tout cas, voilà, j'en retire au moins cette expérience d'être rentrée à la maison et finalement d'être un peu sereine par rapport à tout ce qu'il fallait faire. Voilà. Et comment est-ce qu'on vit une matrescence quand on a des jumeaux pour la première fois ? Est-ce que tu as eu la sensation que c'était un tourbillon très fort, ou le fait qu'il y a eu la néonatalité et ces 3 mois pour te préparer, t'as pris ton rythme beaucoup plus facilement ? J'ai pas pris le rythme facilement parce qu'en fait ça n'avait rien à voir, puisque j'avais beaucoup d'aide en fait à l'hôpital, et c'est vrai que quand ils sont rentrés à la maison, ils sont rentrés à 4 jours d'écart. Ah oui, ils rentrent pas ensemble. Oui, mais alors pour la petite histoire, en fait Arthur aurait pu rentrer 1 mois avant. Et en fait, il a attendu clairement son frère. C'est-à-dire qu'il y avait pour rentrer à la maison, il faut pouvoir boire 3 biberons de tant de centilitres par jour, etc. Et en fait, à chaque fois qu'on disait, et ça c'est pendant 3 jours à peu près, et chaque fois que tout le monde disait, c'est bon, ça va être bon. Et en fait, pendant une journée, ils ne mangeaient pas. Et en fait, dans leurs expériences, il y a pas mal de sages-femmes qui nous ont raconté que souvent, les jumeaux, ils ont quand même un lien qui est indéfectible, donc ils s'attendent. Et finalement, Jules est rentré 4 jours après, quoi. Donc, et là, par contre, quand tu te retrouves avec les deux à la maison, là, ça fait quand même quelque chose. Là, c'est le tourbillon. Mais en même temps, c'est un tourbillon dont tu te rends compte en fait plus tard, hein, parce que pendant 1 an, t'es tellement dans l'organisation, c'était nous, au début, on était à 14 biberons par jour, plus les couches, enfin, je veux dire, t'es une machine, en fait, enfin, t'as même pas le temps de te poser la question. Alors si, hein, t'es fatigué, t'as tout ce que tu veux, mais de toute façon, il faut y aller. Alors, on a eu de l'aide. Moi, j'ai mes parents qui habitaient pas loin, donc on a été très aidés, mais sauf que c'est quand même toi, et puis tes parents, et tu t'occupes, la nuit, t'es là, t'es avec eux. Donc c'est au début, ouais, c'est de l'organisation. Tout est organisation, mais tu t'en sors. Enfin, d'un côté, t'arrives à t'en sortir. Tu trouves, quand ils veulent manger ensemble, t'en as un dans les bras, un qui est dans le baby Bjorn, là, comme ça, et puis toi, t'es en train de donner 2 biberons. Enfin, à la fin, t'arrives à donner 2 bibes à la fois. Mais quand tu reviens, enfin, tu repenses à tout ça, tu te dis, mais c'était surréaliste, en fait. Et ça marque. Mais moi, je m'en suis aperçue beaucoup plus tard, hein. Alors, tes 2 garçons grandissent normalement, il n'y a aucun souci. Est-ce que avant cette fameuse date du 30 septembre, c'est ça, 2019, tu as une idée qu'il peut se passer quelque chose pour Arthur, qu'il y a eu des signaux avant, ou vraiment ça tombe à ce moment-là ? Alors, finalement, quand ils sont sortis de la néonatalité, il y avait ce qu'on appelait, nous, à l'époque, des petits détails à régler. Tu vois, parce que quand t'es prématuré, il y a des petites choses. Il y a Jules, c'était des petites hernies inguinales qui a juste fallu ressouder, enfin, pas ressouder, c'est pas... Mais il fallait les rentrer, donc voilà, mais des petites interventions, mais c'était en fait à chaque fois des petites choses, et nous, on se disait, par rapport à ce qui aurait pu se passer, parce qu'on nous avait quand même prévenu, le jour où j'accouche, on nous dit, peut-être qu'il y en a un qui est handicapé, peut-être qu'il y en a un qui survit pas, enfin... Je veux dire, on était sur des choses assez lourdes. Et finalement, donc, quand c'est des petits trucs comme ça, tu te dis, Arthur, ils ont dû lui fixer un testicule. Arthur avait un peu plus de choses que Jules, mais pas de là à te dire qu'il va se passer quelque chose de grave. Parce qu'on nous a jamais dit, ah ouais, Arthur, il faut quand même s'inquiéter, il y a ci, il y a ça. Alors maintenant, après coup,
On se dit, c'est peut-être des petites choses qui allaient pas. Par exemple, de chaque côté, il avait les 2 doigts de pied collés. Bon, en soi, rien de grave. Mais ça a été aussi une intervention. Mais là-dessus, moi, je me suis jamais trop inquiétée parce qu'en fait, je suis pas de nature inquiète et je suis pas à me dire... T'avais eu ta dose aussi. Oui. Voilà, donc pour moi, j'appelais ça les petits détails à régler. Et puis à chaque fois, le truc se passait, l'opération se passait, ça se passait bien. Donc pas de signe avant-coureur. Et l'été dernier, on part en vacances, tout va bien, les garçons s'éclatent. Et pour le coup, on rentre des vacances où on se dit « Waouh, c'est cool, c'est la première fois, tu vois, qu'on profite ». Parce qu'il y a quand même quelque chose avec les jumeaux, c'est qu'il y a une grosse frustration de ne pas pouvoir profiter pleinement de tes enfants, puisque quand tu es avec un, tu es toujours accaparé par l'autre, et tu n'arrives pas à donner tout ce que tu veux, en fait, aux 2 en même temps. Là, ils avaient 4 ans, c'est ça ? Ils avaient... ils avaient 5 ans l'été dernier. Ils venaient d'avoir 5 ans. Et donc, ils étaient un peu plus autonomes. Et là, on se dit, c'est sympa. Et puis, tu partages... Là, tu commences à pouvoir partager des moments et qui ne sont pas des moments d'organisation, de manipulation. Voilà. Donc, l'été se passe très, très bien. On fait même le rendez-vous des 5 ans avec la pédiatre un mois avant, enfin début septembre. Donc, en plus, comme c'est des prématurés, ils sont suivis en fait jusqu'à l'âge de 8 ans dans un réseau qui s'appelle le réseau Éclore. Et en fait, ils font des sortes d'analyses par rapport à la prématurité, les traitements qu'ils ont eus au moment où ils sont nés, pour voir en fait les résultats aussi. Donc, ils sont très suivis. Et début septembre, en fait, tout va bien. Voilà. Et il arrive le 20 septembre où mon mari me dit « Tiens, regarde, Arthur, il a la paupière qui tombe. » Et moi, comme d'habitude, pas très inquiète, je me dis, je sais pas, il s'est fait piquer par un moustique, ou tu vois, il est dans la cour de récré, il s'est pris un coup, ça lui fait mal et tout. Donc, je m'inquiète pas trop. Et Alexandre, mon mari, il est kiné, il est quand même dans le milieu médical, il a vu pas mal de choses. Et lui, il a tout de suite un mauvais pressentiment. Voilà. Donc, puis bon, 1 jour, 2 jours, 3 jours, ça passe pas. Donc, on se dit, on va quand même envoyer un petit mail à la pédiatre avec une photo et puis lui passer un coup de fil, etc. Et là, elle nous dit, tout de suite le lundi matin, elle me dit, ouais, il faut quand même, emmenez-le quand même aux urgences pédiatriques, il faut aller voir ce que c'est, etc. Donc, on y va. Et là, les personnes qui nous reçoivent nous disent, écoutez, voilà, ça ressemble. Alors, donc, le nom, ça, c'était un ptosis. Donc, c'est le fait que la paupière tombe. Il peut y avoir un signe neurologique, mais en même temps, il fait tous les examens cliniques d'équilibre, de suivre avec les yeux, avec les doigts. Enfin, tous ces petits examens qui peuvent te faire dire, peut-être même, ça aurait pu être, j'en sais rien, un AVC, un mini-AVC, un truc comme ça. Non, il n'y a rien. Donc, il nous laisse repartir. Voilà. Et puis... Donc là, t'es mi-septembre ? On est le 24 septembre, un truc comme ça, 24-25 septembre. Et là, on se dit, bon, on va quand même aller chez l'ophtalmo. Tu vois, il y a quelque chose. Et puis, Alex, il a quand même au fond de lui, il y a un truc qui lui trotte dans la tête, quoi. Moi, je ne regarde rien sur Internet parce que je veux pas. Je me dis que j'ai pas envie de... Enfin, je veux pas... Tant qu'il n'y a pas des diagnostics qui sont posés, je veux pas regarder paupières qui tombent ou des trucs comme ça. Parce qu'Alex, il sait potentiellement à quoi ça peut correspondre. Oui. D'accord, il sait au fond. Voilà, au fond, il sait la mécanique, voilà. Donc, ça peut être plus ou moins grave, mais il sait quand même qu'il peut se passer quelque chose à ce moment-là, quand même dans le cerveau, quoi. Et donc là, on se fait 1 semaine de rendez-vous avec de l'ophtalmo, on voit même un chirurgien de la paupière, enfin vraiment des trucs... voilà, tous les rendez-vous s'enchaînent et à chaque fois, les gens sont un peu... disent, ouais, c'est bizarre quand même, enfin... Il n'y a pas grand-chose, il est super en forme, tous les tests, ça va bien, etc. Jusqu'au vendredi où ils nous disent, la dernière personne qu'on voit nous dit, bon, je vous prescris une IRM, mais c'est une IRM de confort, quoi. C'est vraiment, en gros, puis après on verra, ça se trouve, sa paupière qui tombe et tout, voilà. Donc, bon, on passe le week-end quand même un peu stressé, c'était le lundi à midi. Et donc c'est mon mari qui va faire l'IRM parce que je m'étais enchaînée moi tous les rendez-vous la semaine d'avant, en gros fallait que je retourne un peu bosser, quoi.
Et il y a donc cette IRM le 30 septembre. Et là, là, tout de suite, en fait, il voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Une énorme tache noire, tous les signes, ou en tout cas, on ne sait pas exactement encore ce que c'est, mais où ça ne va pas. La dame, le médecin qui reçoit Alex et Arthur n'arrive même pas. Elle commence à dire non, mais il a bougé, il faut refaire des choses. Et là, mon mari est très clair. Il dit bon, moi j'ai l'image, on voit l'image, il y a quelque chose, quoi. Enfin, arrêtez d'y aller par quatre chemins, il y a quelque chose. Et donc là, elle dit écoutez, oui, il y a une tumeur et oui, c'est au niveau du tronc cérébral. Donc, pour être très honnête, moi, le tronc cérébral, je ne savais pas ce que c'était. Franchement, t'aurais pu me dire n'importe quoi. Tronc cérébral, je ne connaissais pas. Donc, pour ceux et celles qui ne savent pas, c'est cette partie qui est entre le bas du cerveau et le haut de la moelle épinière. Et donc, en quelque sorte, c'est la tour de contrôle de tout l'organisme, avec plein de petits fils à l'intérieur qui passent pour faire tout fonctionner. Voilà. Donc, moi, j'ignorais un petit peu ça. Pas trop fait d'études scientifiques. Et donc là, ils nous disent, bon, il faut aller voir un neurochirurgien, il va falloir passer des examens plus précis, faire une IRM sous anesthésie générale. Ça y est, c'est parti, quoi. Donc là, franchement, le premier jour, moi, Mais c'est Alex qui vient de l'annoncer, du coup. Oui, qui me dit, écoute, rentre à la maison, je te raconte, rentre à la maison, quoi. Et là, moi, il y a vraiment un côté où je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Enfin, comment c'est possible? Puis en plus, Arthur est tellement, à ce moment-là, bien, quoi. Il a 5 ans. Et ouais, voilà. Et puis, il a 5 ans aussi. C'est ça. Tu te dis, non, c'est pas possible. Ça va être, je sais pas, c'est un truc, mais qui va passer. Enfin, moi, c'est vrai que je suis un peu sous le choc et je sens qu'Alex, il a déjà compris beaucoup de choses, en fait. Autant, moi, je me suis... au bout de 3 jours, je me suis jamais voilé la face. Mais c'est vrai que pendant 3-4 jours, j'ai encore mon positivisme né, tu vois, qui me fait dire... mais non, ça va être autre chose, quoi. Voilà. Donc là, on a réussi par 2-3 contacts à avancer le rendez-vous avec le neurochirurgien au lendemain, au lieu de, je sais pas, c'était lundi, on l'a le mardi après-midi au lieu du jeudi, parce que là, l'attente devient, insoutenable. Donc là, on dort pas pendant Et Arthur, vous lui parlez ? Non. Il sait pas. Au début, là, parce qu'on sait pas encore, en fait, en plus déjà ce que c'est exactement, et on ne connaît pas la gravité en plus de la maladie. Donc là, on se dit, on va faire les choses par étapes. Donc on part chez ce fameux neurochirurgien. Donc là, on est suivi dans un hôpital à Lyon, qui est l'hôpital femme-mère-enfant, où il y a tout le service de pédiatrie. Et donc donc il y a ce premier rendez-vous où, pareil, au vu de la première IRM qui est pas très nette, mais où il montre quand même des choses, lui est quand même encore un peu déstabilisé parce qu'il refait des tests encore plus poussés à Arthur et il voit rien. Il n'y a pas un signe neurologique qui va pas. Donc c'est pour ça aussi que tu gardes finalement un petit peu d'espoir, parce que tu dis ça peut pas coller avec tout ce qu'il y a là, mais bon. Et donc là, on va s'enchaîner 3 jours de ponction lombaire, IRM sous anesthésie générale, enfin bon, tout le panel il fait plein d'examens. Et puis, il va y avoir, donc après, il nous dit oui, il peut y avoir plusieurs diagnostics, je sais pas trop, il faut encore qu'on analyse les images. Et puis bon, il fallait qu'il se réunisse en fait avec tous les autres médecins, parce que c'est quand même quelque chose, enfin, comme on apprendrait que c'est quand même quelque chose de très rare, je pense il fallait qu'ils aient la certitude de tout ça. Et donc, c'est le vendredi, voilà, donc il nous convoque pour nous confirmer finalement donc, le pire scénario. Donc là, c'est un moment qui est vraiment très dur parce que il nous dit ça vraiment trop scientifiquement. C'est-à-dire que à la fois, en fait,
au lieu de te parler, ils essayent de te préserver en te disant oui, c'est une lésion de je sais pas quoi, alors qu'en fait, non, une lésion, en fait, c'est une tumeur. Donc, déjà, à un moment, appelons les choses ce qu'elles sont, parce que tu vois, moi, le fait que Alexandre, il ait aussi des notions médicales, et ce qui serait pas le cas de tous les parents. Moi, une lésion, je veux dire, moi, j'en ai pas des connaissances médicales. Une lésion, c'est un petit truc, c'est pas une tumeur. Et donc là, à un moment, on dit bon, ok, parlez-nous franchement. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui se passe ? Et donc, il nous annonce que c'est cette maladie qui s'appelle donc le gliome infiltrant du tronc cérébral. Donc là, ça fait 2 autres mots non plus que je ne connaissais pas. Hein. Donc là, ça fait beaucoup, ça fait 4 mots. Et donc là, ça tombe et on se dit, ok, qu'est-ce que c'est que ça ? Et en fait, donc maladie, c'est un cancer du cerveau, mais qui est très rare. Voilà, 50 cas en France par an, donc c'est vraiment pas de chance. Et avec une espérance de vie qui est très réduite, puisque ce qu'on appellera nous la petite boule, voilà, pour un peu dédramatiser ce mot horrible. Ces 4 mots un peu violents. Cette petite boule, elle s'infiltre en fait de partout dans le tronc cérébral et en fait n'est pas opérable puisque cette zone ne peut pas s'opérer. Voilà. Et là, il nous annonce tout ça comme si il nous annonçait que demain on allait faire du surf, quoi. Il nous annonce ça sans aucune psychologie brute, avec 12 internes qui sont assis sur un bout de table à te regarder comme ça. Et là, moi je pète un plomb, quoi. Je dis mais c'est à ce moment-là où je me dis mais faut y mettre un petit peu de, je sais pas, un peu d'empathie, un peu de psychologie. Vous nous annoncez quand même un truc terrible, jusqu'à ce que moi ils viennent me taper dans l'épaule en me disant va falloir vous reprendre, hein, madame, parce que ça va être et puis il va falloir manger, là vous êtes toute blanche. Je lui dis écoutez monsieur, voilà, on va prendre le temps quand même de digérer, hein, parce que vous venez quand même de m'annoncer quelque chose de très grave sur mon fils, donc ouais, je vais reprendre des forces, mais là va peut-être me falloir laisser un peu de temps. Donc vraiment, ouais, ce jour-là, ça reste vraiment, voilà, il y a le 30 septembre et puis il y a vraiment ce jour de l'annonce où et heureusement, on en parlait tout à l'heure, on va rencontrer plein de personnes fantastiques qui vont nous aider dans tous les mois qui vont suivre. Et donc moi j'ai envie de retenir ça aussi. Mais par contre, voilà, il faut être préparé parfois à cette dureté de ces gens qui annoncent ça finalement assez régulièrement à des familles et qui prennent pas trop de pincettes, et ça c'est un petit peu compliqué. Voilà. Est-ce que toi, à ce moment-là, tu as conscience qu'il y a une date de fin, comme tu dis, il y a une espérance de vie qui est pas très longue? Est-ce que tu prends conscience que ce cancer, il se guérit pas, ou il te faut beaucoup plus de temps? Non, très vite, on va là pour le coup, on va aller regarder des écrits vraiment sur cette maladie. Voilà, on va aller sur Google, mais comme il n'y a pas beaucoup de choses, c'est vraiment on va dire des écrits. Moi, je voulais pas tomber dans le truc, aller voir des forums, des choses comme ça. Là, voilà, on va aller chercher des choses concrètes sur la maladie, et on le sait, on sait que ça peut être très rapide. Je crois que la plus grosse espérance, c'est à peu près 2 ans, donc, et que la moyenne est de 9 à 12 mois. Donc voilà, là tu dis, ok, on rentre dans un truc, mais à partir de ce moment-là, on se dit, ok, ça va se finir, mais par contre, on va tout faire pour que ça soit... on puisse réaliser tout ce qu'on veut faire avec les garçons et réaliser peut-être des rêves d'Arthur tant qu'on peut. Voilà, tout ce qu'on va pouvoir le faire, on va essayer. Et ça, donc il y a une semaine, on va dire, qui est parce qu'on va rentrer à la maison peut-être 2 jours après toute cette semaine à l'hôpital. Donc là, il y a quand même un côté c'est très très dur. Et en fait, à ce moment-là, Arthur commence à se dégrader. Voilà. On voit des signes. C'est la perte d'équilibre, notamment. Voilà. Donc, c'est un des premiers signes, ça atteint l'équilibre. Qui est-ce qui explique à Arthur ce qui est en train de lui arriver ? C'est toi et ton mari, ou c'est les médecins ?
Non, c'est nous qui lui avons expliqué. Et donc, on a employé ce vocabulaire. Et donc, même avec Jules aussi, on prend tout le monde, on parle. Et on parle donc de la petite boule. Voilà, c'est la petite boule. C'est pour ça que Arthur, il a des pertes d'équilibre. C'est pour ça que ça peut lui faire un peu mal à la tête. Nous, là-dessus, on a eu quand même de la chance, c'est que cette maladie peut faire des maux de tête très, 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 très violents. Et ça, Arthur, il va en avoir très peu pendant toute sa maladie, parce que ça peut vraiment être quelque chose de très dérangeant, quoi. Tu veux dire qu'il va pas avoir la souffrance qu'il aurait pu, ouais. Notamment sur certains enfants, ça fait. Oui, okay. Surtout au niveau des maux de tête, en fait. Et donc après, c'est encore des trucs encore plus complexes, parce que tu peux avoir des opérations pour dévier un liquide qui va te permettre de... Mais ça, on n'en est pas arrivé là, et franchement, au moins... c'était déjà c'était des souffrances peut-être autres pour lui, de voir qu'il se cassait la figure ou certaines choses, mais en tout cas il y a cette rentrée à la maison où on essaye de parler, et très vite en fait l'école est avec nous, met en place une psychologue, ça devient la psychologue de Jules qui va tout de suite l'accompagner. Il y a quelque chose qui se met en place en fait hyper rapidement pour nous aider tout de suite à vivre ça. Donc au début, Arthur il retourne un petit peu à l'école, et puis c'est les vacances de la Toussaint, donc il va retourner 15 jours à l'école, et là on se dit parce que en fait dans le même temps il faut qu'on choisisse le traitement qu'il va faire, parce que c'est une grande question. C'est que tu te dis, voilà, qu'est-ce qu'on lui fait faire, sachant que l'issue est fatale. Donc, on avait plusieurs choix. Il y avait un choix de juste faire la radiothérapie, qui, on va dire, moins intrusive, parce que, tout bêtement, déjà, tu perds pas tes cheveux. Tu restes pas à l'hôpital. Et en fait, tu vas juste tous les jours faire ta séance, mais la séance, c'est 10 minutes de radiothérapie. Et donc, tu rentres chez toi. Même si pendant cette période-là, parce que c'est ce qu'on va choisir, nous, la radiothérapie, il va avoir des pics un peu de moins bien. Mais voilà, c'est beaucoup moins violent que la chimiothérapie. Et donc, on n'a pas choisi la chimiothérapie parce que, en fait, le résultat, si on nous avait dit il y a 60% de chances de plus, évidemment qu'on l'aurait fait. Mais en gros, on te dit, ça peut faire gagner 3 semaines, 1 mois. Nous, très concrètement, on n'était pas du tout dans cette démarche-là. Et ce qu'on voulait privilégier, c'était le confort d'Arthur, tout simplement. On rencontre donc l'oncologue. Voilà, c'est là où je voulais en venir, en fait, parce que ces gens-là vont être très importants. Du centre, donc Léon Bérard à Lyon, qui a suivi Arthur, et donc vraiment de l'Institut du cancer pédiatrique. Et ils sont vraiment spécialisés là-dedans. Et qui, là, on va se retrouver face à quelqu'un qui nous expose toutes les situations, mais tu vois, qui nous parle calmement, qui nous parle avec bienveillance, qui est empathique, qui est vraiment... ça va être... là, on va se dire, OK, on est bien pris en charge. Et on va faire notre choix. Il nous a forcé il nous a pas dit vaut mieux ça. Il nous a tout présenté. Comme à chaque fois qu'il y a eu des choix à faire. Et on avait tous les éléments, en fait, pour prendre la décision que nous, on voulait. On n'a pas été influencés. Il y a des protocoles qui existent sur cette maladie, mais qui, pour l'instant, malheureusement, ne fonctionnent pas. Il y avait un protocole qui était en cours avec 3 traitements différents, mais finalement, ils ont gardé qu'un seul traitement parce que ça ne fonctionnait pas. Là, ils essayent quelque chose aux États-Unis, mais c'est pareil. En fait, c'est une histoire de gagner quelques semaines. Donc, dans quel état en plus ? Parce que gagner quelques semaines, OK, quand c'est au début de la maladie, que ton enfant, il va encore bien, pourquoi pas ? En fin de vie, je ne suis pas certaine. Voilà. Donc, nous, là-dessus, on a pris notre décision. Par rapport à tout l'entourage, en fait, je pense que ça sera une des parties les plus compliquées à gérer. Autant on a été hyper bien accompagnés, hyper bien soutenus. On a eu là, on est rentré dans une période de... mais tu sais, mais moi, ma cousine, elle a eu tel cancer, machin. Parce qu'en fait, les gens faisaient un amalgame, en fait, entre un cancer du cerveau et le cancer du tronc cérébral. Parce que oui, une tumeur au cerveau, ça se soigne.
ça se soigne, c'est peut-être 5 ans de chimio, mais tu peux, un enfant qui a ça, nous on en a vu là où Arthur était suivi, ils seront guéris. Donc, tu vois, là, il faut toi, vraiment... tu sais dès le départ que c'est pas la même chose. Non, tu le sais, et là-dessus, il faut rester quand même assez droit dans ses idées et pas se laisser partir dans plein de choses, parce que bien sûr que ça existe pour d'autres cancers, qu'il y a plein d'autres, tu peux partir faire maintenant d'autres méthodes aussi, de trucs, mais pour celui-là non. Et évidemment que si on avait pu, oui, on aurait été à l'autre bout du monde pour faire quelque chose, voilà. Et je pense que ça, c'est hyper important, parce que justement sur des gens qui seraient pas sensibilisés au monde médical et tout ça, donc je pense qu'il faut aussi les écouter, les médecins. T'as le droit de lire des choses sur Internet, mais quand même, il faut rester bien dans sa lignée et pas trop s'écarter. Voilà. Tu disais que tes enfants, ils ont 5 ans à ce moment-là, donc on sait que dans le développement des enfants, 5 ans, c'est l'âge où ils prennent conscience de ce que c'est la mort. Est-ce que ça a été difficile à gérer pour essayer d'expliquer et à Jules, parce qu'il faut vraiment le rappeler, dans toute cette histoire, tu as 2 jumeaux, donc c'est un cas très particulier, et à Arthur, est-ce qu'ils arrivent à prendre conscience de tout ce que ça implique ? Comment est-ce qu'ils le vivent, tes enfants ? Alors ça, en fait, le sujet de la mort, donc tout ça, c'est aussi avec l'aide des médecins qui nous ont accompagnés et qui nous ont suivis sur cette période, n'a finalement été abordé que sur la fin. En fait, c'est un cheminement qu'ils leur ont fait faire sur le sujet. C'est-à-dire que Jules, il y a eu un premier temps d'explication de la maladie. Donc, en fait, là où on a eu de la chance, c'est que Jules parle beaucoup. Jules extériorise beaucoup. Et même si tous les soirs, il pouvait nous poser 50 fois la même question tous les soirs. Et pourquoi la petite boule, elle est arrivée ? Et pourquoi ? Et est-ce que moi, je peux la voir ? Mais qui c'est qui lui a transmise ? Enfin, il nous posait tout le temps les mêmes questions. Mais on a pris le temps d'y répondre tous les soirs, tout le temps. Et donc lui, il y a eu ce premier cheminement sur la maladie, qu'est-ce que c'est, on essaye de la comprendre. Après, il y a eu la deuxième phase où il se disait, mais là, mon frère, il est plus pareil. Parce qu'au fur et à mesure de la maladie, Arthur, il va perdre l'équilibre, après, il va perdre la parole, après, il va avoir des troubles de la déglutition, donc il va quasiment plus pouvoir manger. Enfin, c'est quelque chose, c'est très sournois comme maladie, c'est à petit feu, des petites choses, et puis... Donc c'est assez dur de voir ça, et puis notamment pour son frère, parce que c'est quand même des clones, parce qu'ils se ressemblent beaucoup. Donc voilà, donc il va y avoir cette phase-là, et puis après il va y avoir une phase, mais est-ce que Arthur va redevenir comme avant ? Voilà. Et donc là, on n'a jamais dit oui. Mais le sujet de la mort a été abordé que très tardivement, parce que ils commencent à en entendre parler, mais ils ont au niveau de l'espace-temps, ils sont pas du tout. C'est comme ce que tu leur dis, t'as un anniversaire samedi, le lundi, à partir du lundi, c'est quand l'anniversaire de mon copain ? Et donc nous, on voulait surtout pas. Déjà, on n'avait pas une date définie. Donc déjà, pour nous, c'était très dur à gérer, cette partie-là. Mais voilà, mais ça a été fait de façon assez... ça s'est bien enchaîné, en tout cas, pour Jules, parce que déjà, on lui a jamais menti. Et on lui a jamais dit, ton frère, il restera là tout le temps. Donc, je pense que lui aussi, au fond, se préparait, puis avec sa psychologue aussi. Et par rapport à Arthur, c'est pareil. Arthur... en fait, lui, il avait des phases où il se rendait compte... la phase la plus dure, où ça a été de lui expliquer pourquoi on a été faire 6 semaines de radiothérapie, alors qu'en vrai, ça pouvait pas le soigner. Parce que d'aller dire à ton enfant, tu vas faire, mais ça peut être n'importe quoi, tu vas chez le dentiste, tu vas chez l'orthophoniste, mais c'est pour te guérir de quelque chose, voilà. Par contre, là, pour la radiothérapie, après ça, ma petite boule va s'enlever. Non, Arthur, elle va pas s'enlever. Ça a été dur. Ça a été ces 6 semaines. Alors après, on a essayé vraiment de les rendre un peu joyeuses, parce qu'il fallait, même pour nous, je veux dire, c'était un rituel. Il fallait, tous les jours, t'as ton taxi qui arrive en bas de la maison, qui t'attend. Tu vas faire ça, t'arrives dans une salle, il y a un protocole, ils lui mettent un masque sur la tête. Enfin, c'est très dur pour un enfant, toutes ces choses-là. Et en fait, comme Arthur adorait les super-héros, donc on a vraiment joué sur le côté super-héros. Donc tous les jours, il arrivait déguisé. Donc là, on a épuisé le stock de déguisement, tu vois. Mais
il y avait un côté, on rendait un peu le moment un peu plus joyeux. Et en fait, ils ont un masque, donc puisque les rayons doivent toujours se faire au même endroit, et les infirmières là-bas lui avaient fait un masque de Spider-Man. Donc il enfilait sa cape. On inventait plein d'histoires. Il y a sa Jojo la panthère, c'était une panthère, tu vois, mais géante, mais énorme, qui avait été offerte par une de ses petites copines d'école, qui nous a suivis tous les jours, donc jusqu'à chaque fois qu'il a été à l'hôpital, à chaque fois qu'il a fait la radiothérapie, on arrivait avec Jojo dans les bras, Arthur dans le taxi avec les bagages, le machin. Mais ça a été, tu vois, c'est des petites choses, mais en fait ça t'égaye un peu le quotidien, parce qu'après à l'hôpital tout le monde nous reconnaissait avec Jojo la panthère, c'était la panthère d'Arthur, et voilà, c'est plein de petites choses, mais finalement parce que tu te raccroches à essayer de rendre un peu la vie un peu plus heureuse par rapport à ça. Voilà. Donc, S'il y a un des trucs, je pense, quand on devient parent, qui est le plus difficile, c'est de voir son enfant souffrir. Comment est-ce que toi, en tant que maman, t'arrives à passer au-dessus de ça et comment est-ce que tu le vis ? Est-ce que ça te déchire le cœur ou tu tiens parce que il faut tenir, parce que ton fils, il est là et qu'il a besoin de toi ? Alors, comme je te disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il n'a pas eu ces maux de tête très violents où vraiment, les seules crises qu'il a faites, oui, ça me déchirait le cœur de le voir comme ça, où je le sentais souffrir. Là, en fait, c'était un peu plus insidieux, c'est-à-dire que c'était psychologique, en fait, finalement, parce que lui se rendait compte. On a essayé j'ai essayé d'aller à l'école avec lui un petit peu. Alors, les enfants ont été très bienveillants dans sa classe parce que les maîtresses, elles ont fait un travail vraiment, mais fantastique. J'ai vraiment, je les ai remerciées, on les a remerciées, mais 1000 fois en fin d'année, parce que du début jusqu'à la fin, elles ont préparé, tu vois, les élèves et tout ça. Mais toi, c'est sûr que tu vois ton fils en difficulté quand dans la cour de récré avec les autres enfants, oui, ça te fait mal, mais en fait, on essayait, à ce moment-là, on essaye aussi de se dire, on va faire des trucs fantastiques pour lui. On va lui demander quels sont ses rêves, on va lui demander... et ça va aider un petit peu à moins souffrir, en fait. Et c'est de là, en fait, où est un petit peu partie aussi l'idée de l'association, etc. Voilà, c'est un peu aussi pour ça. Alors, tu vas nous en parler. Tu as créé cette association Les Étoiles Filantes. Tu as pu mettre en stand-by ton travail, en tout cas pendant une petite partie, ou gérer tout ce qui s'est passé dans votre vie. Et cette asso, elle est géniale parce qu'elle aide à réaliser les rêves et à travers le sport. Quelque chose qui, toi et moi, qu'on a en commun. Tu t'es dit, à partir de quand est-ce que tu t'es dit, il faut que je crée quelque chose à travers cette expérience qui est très douloureuse, il faut en faire ressortir quelque chose? Alors en fait, il y a une première phase où tout de suite, au mois d'octobre, en fait, là on se dit quels peuvent être les rêves d'Arthur. Enfin, on demande à Arthur et il nous dit tout de suite, moi, c'est rencontrer Kylian Mbappé. C'était vraiment... C'est bizarre. Voilà. On sortait de la Coupe du Monde, tout ça, voilà. Et en fait, très très vite, ça se fait... Là, on parle même pas d'association. Au début, c'est donc grâce à mes contacts, Parce qu'on dit tu travailles dans le sport, hein. Voilà, je travaille dans le sport. Avant, j'ai travaillé aussi à Paris avant dans le sport, donc il me reste quand même quelques contacts là-haut, et on arrive à faire ce moment en fait super privilégié avec Kylian Mbappé et avec aussi les autres joueurs du PSG, et on va passer 4-5 heures au parc. Et ça c'est quand? Et ça c'est fin octobre. Donc il a pas commencé encore la radiothérapie. On est vraiment. Et donc il est bien. Il est bien. Il commence à perdre l'équilibre, mais bon, mais on sent que ça se dégrade et tout, et où tu te dis, ok, ça va aller très vite. Et donc ce moment-là, il va être aussi important pour les deux, pour Arthur et Jules, parce que vraiment cette rencontre, elle va les accompagner pendant toute la maladie. Je crois qu'il n'y a pas une journée où il n'y en a pas un des deux, parce que Kylian a offert des maillots, des choses comme ça, où ils n'ont pas été habillés, il y en avait un qui avait quelque chose, où il parlait de ça, et ça les a quand même, ça les a transportés. Et c'est beau, c'est vraiment un moment, donc là c'est vraiment le début où tu te dis, ouais, il peut se passer des choses, vraiment des jolies choses, parce que, voilà, tout ce jour-là, il y a même des gens du PSG qui l'ont dit après à une de mes amies qui nous avait organisé en disant, ce jour-là, on a vu un peu d'humanité, en fait, dans toute cette journée.
Et c'était vraiment beau. Et Kylian, là-dessus, a été... Enfin, je veux dire, il les a pas vus qu'une fois. Il a joué au ballon avec eux. Il leur parlait. Enfin, ouais, c'est un moment... Enfin, pour des enfants de 5 ans... Alors, c'est fantastique, quoi, de voir... Je pense que même des adultes de 20 ans, 30 ans, tu vois, il y en a qui... les adultes, voilà, c'est sûr. Donc, on gardera vraiment un beau souvenir. Et donc là, ouais, on se dit, OK, il faut qu'on fasse des choses, on veut les faire, Arthur a des rêves, on a des contacts et tout ça. Mais attends, juste 2 secondes, à ce moment-là, est-ce que tout de suite, au travail, tu te mets en stand-by ou ça vient après ? Alors, oui, tout de suite, parce que, et ça, c'est vrai que c'est important à le souligner, parce que j'ai rencontré 2-3 familles pendant qu'on était à l'hôpital où c'était beaucoup moins simple, et je me suis dit, waouh, là-dessus, t'as de la chance. Enfin, tu vois, c'est aussi ça, c'est le gros message de tout ça, c'est de se dire, OK, c'est terrible ce qui nous est arrivé, mais on a eu quand même il y a des choses qui se sont passées qui sont vraiment belles. Et donc, aujourd'hui, moi, je travaille chez Rossignol, les skis. Et en fait, tout de suite, ils ont mis en place une collecte de congés pour les salariés avec enfants malades. Et là, c'est là où on a vu toute la générosité de mes collègues de travail, que je remercie encore, puisqu'ils m'ont donné 310 jours de congés. Et ça, c'est du luxe, parce que je pouvais m'occuper d'Arthur sans avoir à penser au fait que j'aurais pas mon salaire à la fin du mois, sachant que mon mari en plus était en libéral. Ça, c'était quand même un souci, donc ça nous en enlevait quand même un, et voilà. Et donc tout de suite, tu as pu te mettre en marche et penser à cet assaut, et penser à Arthur, et qu'est-ce qu'on va faire pour Arthur, parce qu'on savait que ça serait court et qu'il fallait vraiment se dépêcher. En fait, c'est mes copines ces 3 mamans de l'école, en fait, qui commencent à me dire, tu voudrais pas qu'on fasse quelque chose, parce que moi, ça fait 1 mois qu'on a appris ça. J'ai certes envie d'être dans l'action, mais j'y ai pas encore pensé. Et au début, quand elles m'annoncent ça, je leur dis, mais attendez les filles, oui, pourquoi pas, mais au début, je ne sais pas. Il y a tellement de choses qui se passent. Et je pense en fait au côté administratif. Je ne sais pas pourquoi. Le premier truc que je pense, je me dis, non, mais attends, va falloir faire des statuts, un avocat, trouver des trucs. Enfin, bon, tu sais pas trop. Tu te dis, bon. Et là, elle me dit, mais attends, si tu veux vraiment, enfin, nous, les choses administratives, on s'en occupe, quoi. Enfin, c'est pas ça. Et en fait, après 2 jours de réflexion, me connaissant dans ma vie personnelle et ma vie professionnelle, et en ayant un peu toujours été dans l'action, je me suis dit, oui, c'est clair que, allez, on y va. Donc on va constituer cet asso, les lignes directrices, le nom, tout ça. Et là, tout se met en marche très, très vite. Et là, je me dis, ouais, ça va m'aider. Ça va être une super énergie. Et voilà, donc j'en profite pour remercier toutes mes petites fées et tous mes anges gardiens là-dessus, parce qu'elles ont été top. C'est toute ma petite bande, en plus, qui, en fait, elles représentent chacune un peu des parties de ma vie, soit personnelle, soit professionnelle. Donc, c'est vraiment chouette. Et voilà, donc on a les mamans de l'école, voilà, donc Elisabeth, Perrine et Dorothée qui ont été aussi à l'initiative de tout ça. Et après, il y a mes amies de Paris, Marine et Mélodie, et aussi mes copines de Rossignol, donc Claire et Laurie. Voilà, donc ça fait un beau mélange avec plein d'énergies différentes, et chacune amène sa petite patte à l'asso. Et donc l'asso est officiellement né le 5 décembre 2019. On a fait un dîner de lancement dans le village, en fait, où les garçons sont scolarisés. Voilà, il y avait 80 personnes. En plus, on est quelques-unes à avoir un peu d'expérience dans l'événementiel et les médias et tout ça. Donc, on avait vraiment fait le truc avec le dévoilement du nom, une sorte de mini conférence de presse, tout ça. Donc, voilà, on a fait cette belle soirée. Et là, l'asso était lancé. Et c'était clair pour toi que tout de suite, sur cet asso, c'était en lien avec le sport, pour aider les enfants à rencontrer leurs idoles ? On s'est donné pour l'asso 3 buts. Donc, il y avait on avait mis 3 silos. Donc, le premier, voilà, donc de réaliser les rêves des enfants.
Aujourd'hui, donc nos contacts sont quand même plutôt sportifs, évidemment. Mais en discutant en fait à l'hôpital avec la personne qui s'occupe des associations, elle nous a dit qu'en fait 90% des rêves d'enfants malades sont dans le sport. Donc ça collait quand même bien. Donc après, si demain on nous demande autre chose, on essaiera de le faire. Et puis surtout, il y a aussi des liens avec d'autres associations qui te permettent, en fait, si tu n'as pas le contact, d'aller chercher d'autres contacts. Mais c'est sûr que nous, on a une petite patte sport. Avec le parrain et la marraine. Donc je ne sais pas si on en reparlera plus tard. Si, tu peux dire qui ils sont, bien sûr. Voilà, donc la marraine qui était Saworley, qui est une championne de ski alpin, et Martin Fourcade en biathlon. Je ne citerai pas tout son palmarès. Il est trop long, son palmarès. Voilà. Mais tout le monde le connaît, donc c'est sûr que ça pose quand même un petit peu une empreinte sport sur l'assaut. Après, le deuxième point, donc, c'est d'assister les familles au niveau matériel, humain et financier. Pour donner un exemple concret, moi, demain, s'il y a une famille qui vient nous voir et qui a un besoin, je ne sais pas, parce qu'ils ont 2 enfants, les 2 enfants sont suivis par un psychologue toutes les semaines, ça coûte très cher. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir une mutuelle qui va pouvoir te rembourser un certain nombre de séances et te dire à un moment donné, quand je vois aujourd'hui, par exemple avec Jules, le travail qu'il y a eu avec la psy, je me dis c'est pas possible d'arrêter ça parce qu'à un moment, il y a des familles qui vont pas avoir les moyens de continuer. Donc quand cette aide aux familles, tu vois, elle peut être matérialisée par pas mal de choses, type, c'est vraiment de pouvoir payer quelque chose et puis et ça je le dis aussi, il faut penser à toute la famille, à la maman, au papa. Ça peut être du sport pour la maman si elle a besoin ou je sais pas, de cours de yoga, de choses. Enfin, il y a pas mal de choses. Enfin, on veut vraiment aider tout le monde autour de l'enfant parce que ça concourt en fait aussi au bien-être de l'enfant de pouvoir toi t'accorder des moments où tu vas pouvoir reprendre, même si c'est 1 heure, mais reprendre un peu de souffle et reprendre de l'énergie pour ensuite revenir t'occuper de ton enfant. Donc ça, c'est le 2e point. Et le 3e point, c'est évidemment la recherche. Même si aujourd'hui, c'est toujours un petit peu délicat la recherche parce qu'on se dit, où il va l'argent, comment on fait. Donc nous, ce qu'on aimerait bien, c'est aussi avoir des actions concrètes dans les lieux de cancéro-pédiatrique. Typiquement, là, donc à l'IHOP, qui est la branche en fait du centre Léon Bérard qui s'occupe des enfants, il y a un projet de construction d'un espace parent pour quand tu dois rester 1 semaine ou 2 avec ton enfant et d'avoir un espace dédié par les parents. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment super pour les enfants. Par contre, les parents, tu te retrouves parfois... Moi, on s'est retrouvés à 4 dans une chambre avec les 2 enfants et puis les 2 parents, avec une salle de bain pour 4. Et aucun moment, aucun lieu pour juste passer un petit coup de fil à part descendre dans la rue. Et donc voilà, et typiquement ce centre des parents, nous on fera un don, on en reparlera peut-être plus tard dans les actions, mais avec notre vente aux enchères qui a été reprogrammée. Et donc il y a une partie des bénéfices de cette vente qui sera reversée pour cette construction de l'espace parent. Voilà. Est-ce que ta vision de la maternité, elle a changé depuis ce 30 septembre 2019 ? Est-ce que ton rapport au fait d'être mère a complètement pris un autre sens au moment où ton fils est tombé malade ? Je pense que oui. Oui, parce que tu mesures en fait tu mesures plus la valeur de la vie. Et donc, comme il y a beaucoup de choses du quotidien dont tu vas te défaire, des choses futiles et inutiles qui te prennent la tête et qui en fait sont dérisoires, et finalement, tu t'attaches aux choses très importantes à partager avec ton enfant. Là, moi, je vois aujourd'hui, c'est pas qu'avant je voulais pas partager ou quoi que ce soit, mais je vois qu'aujourd'hui c'est devenu vraiment la priorité de tu vois, d'être avec, de Jules, lui faire vivre, d'être de le, comment dire,
Tu vois, moi, par exemple, j'ai toujours été... j'ai continué mon travail avec... où j'avais beaucoup de déplacements, je partais beaucoup, et je me disais plus, peut-être... moi, les enfants, ils s'adaptent, en fait, parce que c'est comme ça, c'est ma vie, alors, j'avais fait des concessions, évidemment, j'en ai fait, mais là, je vais revoir les choses aussi. Parce que là, typiquement, me séparer trop longtemps de Jules, ça va être compliqué. Ça va être beaucoup plus compliqué. Je te dis pas qu'avant, c'était pas compliqué, mais je le vivais un peu mieux. Et c'est vrai que tout le côté aussi... un peu insouciance, moi j'ai jamais été, les enfants ils jouaient à dire attention, fais attention, tu vas te faire mal, tout ça. En plus c'est un casse-cou, donc depuis le début ils font du sport, ils font plein de choses, donc j'étais jamais trop derrière eux. Là, oui, j'ai un côté quand même très très protecteur, donc j'essaye de faire attention, parce que oui, un peu tout me fait peur en fait finalement. Tu vois, bon, en plus là c'est très frais, tout est très frais, donc oui, par rapport à... Je pense que j'ai quand même un rapport... J'ai et j'aurai de plus en plus un rapport différent à la maternité. Tu l'as dit, c'est une maladie qui peut être très rapide. Et notamment aussi, tu t'en as parlé de ces étapes où il a perdu la parole, il a eu des pertes d'équipe. Qu'est-ce qui a été le plus dur de voir? C'est la perte de parole de la part d'Arthur? Tout à fait, c'est exactement ça. Parce que quand tu peux plus échanger... Voilà, là, ça, c'est vraiment... ça, c'est vraiment compliqué à gérer parce que tu... Alors, il y a eu un moment où on arrivait quand même encore à s'exprimer avec des signes. On s'était inventé... On n'a pas forcément pris un livre de langage des signes, mais on avait nos petites habitudes. Mais après, tu redeviens à un stade qui est tellement basique. C'est ça aussi. En fait, ce qui est dur aussi, c'est ça. C'est manger, boire et puis changer ma couche. Parce qu'en plus, tu reviens à des couches, etc. Donc, il y a un retour en arrière aussi qui est très dur. Et c'est vraiment, je te montre un truc, j'ai soif, j'ai la couche pleine. Et donc, ça, c'est très dur. C'est arrivé à quel moment? Ça, c'est vraiment arrivé en mars. Avec le confinement. Un petit package parce que jusque-là, en fait, c'était des phases. Parce qu'on a quand même eu une phase un tout petit peu meilleure de mi-janvier à fin février. C'est ce qu'ils appellent en fait la lune de miel d'après radiothérapie. Et donc, ça intervient entre 4 et 6 semaines après la fin de la radiothérapie. Où là, on a quand même vu une amélioration, une petite amélioration. Donc là, pareil, sans se dire... on nous avait parlé de cas d'enfants qui, pendant 6 mois, redeviennent quasiment normaux. Voilà. Je ne sais pas si j'aurais voulu vivre ça, parce que je pense que là, c'est une double peine de dire « Ah bah en fait, ok, je me suis préparée au fait que l'issue, elle est fatale. Ah bah finalement, pendant quelques mois, il redevient un petit peu... normal, un petit garçon, et ça va se redégrader. Je sais pas. En tout cas, ce qu'on s'est dit pendant ce mois et demi, là, on a fait plein de choses, mais vraiment plein de choses. Et ça, tu vois, il y a pas de regret, parce que on lui a fait faire des milliards de choses. Il a reskié, parce que lui, c'est un fan de ski. Comme sa maman. Et comme son frère, nous, on allait au ski tous les week-ends, enfin, ils adorent ça. Et donc, il a reskié. Alors, c'était certes dans un fauteuil, et donc, il y a eu une grosse frustration pour lui, mais peu importe, on l'a fait. Il a pu ressentir un peu les plaisirs de la glisse pendant 1 heure. Donc, après, il y avait des choses de sa maladie qui lui ont permis de ne pas profiter, tu vois, au niveau des vertiges, des pertes d'équilibre, ça lui faisait des choses un petit peu bizarres, mais on a partagé finalement un dernier moment sur les skis, tous les 4 en famille, et ça, c'est quand même beau quand on connaît en plus notre passion. Voilà, tous les gens qui nous connaissent, ils savent que c'est quelque chose qui nous porte, donc voilà. Et après, on a fait...
c'est là avec l'asso, donc c'est ça qui a été top, où mes amis ont essayé de chercher pas mal de choses, et donc en tout cas du côté de Lyon, mais je pense que de partout en France ça pourra exister. Il y a plein de choses qui sont faites pour ces enfants-là qui ont des maladies quand même très rares. On a fait de l'équithérapie. Et c'était top, c'était Justin, le cheval, ce gros cheval Justin au début qui est très impressionnant, et finalement il a passé des moments top avec lui. Il a fait du yoga, on avait trouvé une super prof de yoga qui tout de suite, tu vois, enfin, il y a eu un vrai feeling, quoi, et elle m'a dit je le prends tout seul. Elle lui adaptait ses cours, donc c'était voilà son cours du mardi. On avait aussi en fait essayé de re-rythmer les semaines. Parce que ça, les médecins nous ont beaucoup aidés là-dessus. Il y a un moment, ta vie tourne autour de la maladie, tout le temps. Et puis l'infirmière qui va passer. Et donc, en fait, c'est juste à un moment d'essayer de retrouver un tout petit peu de normalité en dehors de... Et que tout ne tourne pas autour de la maladie. Parce que ça, c'est hyper épuisant, en fait. Même pour toi. Donc, ah oui. Pour arriver à redonner parce que de l'énergie. Il y a un moment, il faut que tu essayes juste de penser de temps en temps un petit peu à autre chose, même si c'est omniprésent. Mais ça, voilà, je me souviens d'une discussion, tu vois, c'était le 31 décembre, les médecins étaient venus à la maison, parce que donc on rentre là dans un processus qui s'appelle l'HAD, qui est l'hospitalisation à domicile, où donc là, c'est vraiment, les médecins rentrent dans ton intimité, ils viennent, ils sont chez toi, dans ton canapé, et ils font après partie de ta famille et de ta vie, quoi, tout le temps. Et là, à ce moment-là, Arthur allait pas bien, et là, moi vraiment, ça a été un déclic. Là, il a dit, faut re-rythmer, en fait. Il dit, par contre, ce que vous allez faire pendant 15 jours, peut-être que dans 15 jours, avec l'état d'Arthur, il va falloir le rechanger. Mais n'empêche, c'était pas grave. Moi, à ce moment-là, je me suis mise à faire de la boxe. J'avais mon cours de boxe, j'avais mon truc, ça me donnait un objectif. Arthur faisait ses séances, ces trucs-là de yoga, de cheval. Bon, et ça aide de faire ça. Ça, c'est quand même quelque chose... Quand on s'était eu au téléphone, tu m'avais raconté aussi que la difficulté dans tout ce qui vous est arrivé, c'est que donc, tu as des jumeaux et que, tu l'as bien expliqué, ils ont un lien extrêmement particulier, et tu nous as expliqué aussi pourquoi, parce qu'ils étaient dans le même placenta. Est-ce que Jules, il ressent des choses particulières ? Comment est-ce qu'il faut gérer ton deuxième fils qui, forcément, ça doit pas être facile à vivre ? Non, ça n'a pas été simple, mais encore une fois, je pense vraiment que la psychologue lui a donné des bons repères à chaque fois dans les étapes compliquées en fait, où la maladie se prononçait un peu plus. Et en fait, Jules, c'est lui qui demandait d'aller chez la psychologue. C'était pas un rendez-vous par semaine. Elle avait compris, un peu comme il fonctionnait, et c'était à la demande. Et en fait, à chaque fois que Jules nous a demandé d'aller voir cette psychologue, c'était à des moments clés, et elle lui a permis de traverser en fait ces périodes-là. Donc il y a eu la période je ne peux plus jouer avec mon frère, donc ça a été compliqué parce qu'il commençait à être un peu démuni, à se dire mais bon, je peux plus jouer avec, j'ai toujours un petit copain pour jouer avec. Finalement on s'apercevra que il se préparait finalement déjà à l'après, d'être seul, et puis mais ça reste un enfant de 5 ans qui arrive à switcher aussi assez vite. Dans les comportements, ça va l'énerver un moment, et puis en fait après il va s'habituer en fait assez vite. Nous c'est vraiment ce qu'on ressent aussi là-dedans, c'est qu'il se réhabitue finalement à donc après quand son frère allait un peu mieux, évidemment il jouait un petit peu plus avec lui. Mais est-ce que tu avais la sensation par exemple que quand Arthur allait moins bien, Jules allait moins bien, quand qui suivaient le rythme, ou ils avaient chacun leur rythme? En fait, Jules, à un moment, il s'est un peu détaché de tout ça. Et nous, on a essayé aussi de lui faire des choses à côté. Alors, de pas tout couper, mais que lui, à un moment, on s'est dit, à un moment, Arthur allait pas trop mal, donc on a pu le laisser un week-end à mes parents. Et puis, on est partis tous les 3 aussi. Ça a été, Jules, tu vois, ça reste un souvenir... Voilà, c'était son week-end avec son papa et sa maman, dans un contexte justement un peu hors maladie et tout ça. Et ça avait été, voilà, ça reste des beaux moments. Donc
On a essayé, après on l'a emmené aussi sur des choses qu'on a faites, voilà, on a fait du Euro Disney, on a été voir le Père Noël en Laponie aussi, enfin tu vois, on s'est quand même mis des petites missions, mais c'est pareil, on regrette pas, hein, bon, quand tu dis, voilà, parti avec un enfant malade au fin fond de la Laponie, voilà, mais c'était magnifique. C'est très beau, Rovaniemi. Ouais, c'est un très beau village. Il y a plein de... ça restera... Enfin, puis aller voir le Père Noël, donc voilà, pour des enfants, c'est quand même une symbolique importante. Et puis, et on a terminé, et longtemps, on s'est dit, bon, est-ce qu'on le fait, on le fait pas, on le fait pas, tu te poses toujours des questions, est-ce qu'Arthur, ça va aller, l'avion, et en fait, on a eu le go des médecins, et on est parti, donc, la dernière semaine de février au Maroc, à Marrakech, avec des copains de la classe. Et franchement, enfin, il faisait beau. Les enfants se sont baignés. Arthur pouvait encore se baigner parce que ça s'est dégradé après, quoi. Tu vois. Et donc, ça a été la dernière semaine un peu une parenthèse enchantée. Et ça, pour tous, ça restera, voilà, son meilleur copain Gaspard, c'est les parents, enfin, avec qui on est très amis. Voilà, on a partagé. Tu vois, dans tout ça, c'est aussi ça, moi, je retiens. Ça, c'était un beau moment. Bien sûr qu'Arthur, à ce moment-là, c'était compliqué. Fallait être là et tout. Mais lui, on a senti qu'il se transcendait. Tu vois, il arrivait quasiment plus à marcher, mais c'est pas grave. Il essayait avec les copains de se lever, de marcher. Donc, ouais, il y a des moments, c'était dur. Il disait, ah, machin, là, il s'occupe pas de moi. Mais ça, faut l'accepter aussi. Et puis se dire quand même qu'au fond, il passe quand même des super bons moments parce qu'il n'est pas à l'hôpital et qu'il est avec nous. Donc, voilà. Comment est-ce que tu comprends que ce sont les dernières semaines qui arrivent là ? Qu'est-ce qui se passe à la fin de la vie d'Arthur ? Donc, après cette période de lune de miel, donc très vite, ouais, on va sentir que c'est de moins en moins bien. Mais c'est ce que nous disent les médecins. Et au début, ça te fait un peu peur parce que toi, tu crois qu'en fait, tu crois que c'est un peu la fin. Mais en fait, on te dit, mais non, mais là, il va très bien. Ah. Et là, vraiment, enfin, j'en rigole, mais t'as un côté où tu te dis, mais ça va être quoi, en fait ? Parce que ça va vraiment être le truc qui va te rester dans la tête en disant, mais qu'est-ce que ça va être, en fait, la fin ? Qu'est-ce que... Alors oui, la perte, là, il parlait quasiment plus. Il avait de plus en plus de mal à se déplacer. Tu vois, il s'asseyait, puis il tombait du canapé. Il est plus autonome, etc. Mais tu dis, qu'est-ce qu'il y a de pire que ça, en fait ? Voilà, donc ça, c'est... Et puis... Les médecins, à la fois, ils peuvent te répondre, mais à la fois, chaque cas est différent aussi. Donc, ils peuvent pas faire... Ils vont te dire, oui, il y a des enfants, c'est comme ci, c'est comme ça. Mais c'est dur pour eux aussi de faire une généralité. Donc là, on va passer donc fin mars, avril, ouais, de mi-mars à avril avec le confinement. Vraiment, je pense que ça restera la pire période de notre vie parce que c'était affreux. C'était ça... tout ce on pouvait aller chercher à l'extérieur pour nous redonner de l'énergie, tout le soutien qu'on avait, tous les amis, tout ce qui s'était mis en place, même nous dans notre quotidien, etc. On a eu plus rien. Et franchement, on s'est retrouvés, là, tu te retrouves face à la maladie, quoi. Mais vraiment. Et tu as ça 24 heures sur 24 devant toi. Donc on a eu de la chance pour Jules parce que l'école, encore une fois, qui a été fantastique, nous l'a pris avec les enfants de soignants. Donc déjà, Jules, on va dire que 4 jours par semaine, ça lui permettait de ne pas voir ce quotidien, parce qu'on a fait ça une semaine. Et moi, en fait, c'est ça, au bout d'une semaine, j'ai appelé l'école, j'aurais dit « Help, quoi !» Est-ce que vous pouvez, de temps en temps, c'était même pas tous les jours, tu vois, c'était le genre de temps en temps, ils nous ont dit, mais évidemment, enfin, tu vois, ils ont là-dessus, ils nous ont dit, il n'y a aucun souci. Et là, en fait, on n'était pas trop deux avec Alex pour s'occuper d'Arthur, parce qu'il était plus du tout autonome. Enfin, et là, il commence à ne plus pouvoir manger, donc il faut tout couper en morceaux, tu passes 1h30 à table, et ça devient affreux, enfin, ça devient mais lourd. Et là, tu as la souffrance. Tu vois, en fait, lui ne souffre toujours pas. Quand on en parlait tout à l'heure de ce côté souffrance. Mais c'est sûr qu'il se voit parce que cette maladie, elle n'atteint pas les fonctions cognitives, en fait. Donc il sait aussi... donc voilà, manger ton petit truc. Enfin, tout devient compliqué.
C'est vraiment... tout devient très dur. Et puis, donc là, il est toujours sous ce processus d'hospitalisation à domicile. Donc, on a quand même les médecins qui viennent. Donc ça, c'est quand même... T'es pas non plus toute seule chez toi. Donc ça, c'est un bel accompagnement. Et en fait, le 1er mai, on me dit ça va pas du tout. Enfin, on sent que, je sais pas, c'est un état général et tout. Et là, le médecin, il vient. Et là, on le voit dans son comportement que oui, ça y est, il va se passer quelque chose et qu'on est vraiment qu'on est sur la fin. Et là, il nous dit, pour moi, donc l'étape qu'on ne connaissait pas, qui n'était jamais arrivée, c'était les pauses respiratoires, en fait. Puisque ça commence à atteindre. Et donc, en fait, il respirait. Et pendant 15 secondes, il respirait plus. Voilà, tout s'arrêtait. Donc, il nous dit, voilà, ça fait partie. Et donc, à ce moment-là, en fait, Arthur est déjà quasiment allongé toute la journée, quoi. Il est déjà quasiment alité. Et là, il dit, écoutez, on va le mettre juste sous perf, en fait. Donc, tout le système de l'HAD, on le met sous perf pour qu'il soit juste hydraté. Mais c'est une question d'heures ou de jours. Voilà. Donc là, on est le 1er mai. On aborde donc à ce moment-là toutes les questions de la mort. On dit voilà comment on parle à Jules, comment c'est à ce moment-là que viennent vraiment en fait toutes ces questions. Donc là il va nous aiguiller sur certaines choses et notamment la mort à 5 ans, qu'est-ce que c'est. Donc il a pris un exemple finalement que je trouve pas mal où il nous disait tu vois par exemple les cartoons en fait il y a les enfants, ils ont cette image-là. L'animal, il va mourir. Le petit coyote, il va mourir. Mais dans l'épisode d'après, il revient. Donc, en fait, pour eux, c'est une sorte de dessin animé. Et après, il commence à nous aiguiller. Il dit aussi à vous de trouver, en fait, l'imaginaire qui peut correspondre à vos croyances, à votre façon de parler, à Jules. Mais... à cet âge-là, voilà, c'est encore quand même un petit peu... c'est pas très concret, en fait. Ils savent pas... Non, c'est sûr. Et à Arthur, non, il n'y a pas cette discussion-là ? Et à Arthur, en fait, le médecin est là, en fait, quand il nous parle. Donc, il le comprend, où on lui explique que la petite boule, elle est en train de lui faire du mal. Et après, on va avoir des conversations avec lui sur sa vie, sur ce qu'on a vécu avec lui. Voilà, ça va être tout le processus d'après où on lui fait comprendre que c'est la fin, qu'il va partir dans les étoiles. Parce que nous, donc, on va faire tout un imaginaire sur les étoiles qui va, par rapport aussi aux étoiles filantes, à l'association. Et ça va tous un petit peu nous aider, en fait, de parler un peu de ces étoiles. Mais ça, j'y reviendrai plus tard plutôt sur l'après, en fait. En fait, et à ce moment-là, donc là, tu as vraiment le choc, où là, tu dis, OK, c'est fini. Enfin, ça y est, c'est fini. Et donc, tu as tout qui se... là, on te parle des choses administratives. Et donc, en fait, quel est le process ? Qu'est-ce qu'il faut faire quand ça se passe ? Les gens à appeler, l'ordre, le machin. Voilà, donc tu rentres vraiment dans le concret. Il faut savoir que nous, on avait fait un choix aussi qui était de ne pas faire d'acharnement thérapeutique. Donc ça, c'était un choix qu'on avait parce qu'ils auraient pu très bien le mettre sous respirateur artificiel et rester encore 3 mois en réanimation. Mais on ne voulait pas ça parce qu'aujourd'hui, pour nous, un enfant de 5 ans, ça doit courir, jouer, sauter, bouger et pas rester avec 1000 fils. Et voilà. Mais après, c'est notre vision de la chose et voilà, on a été jusqu'au bout de ça. Et tout comme l'accompagner à la maison parce qu'on nous a proposé d'aller à l'hôpital. Alors, il y avait certes le côté Covid en plus, où tu pouvais... son frère n'aurait pas pu venir le voir quand il voulait, mais ça voulait dire que nous, on était séparés avec mon mari. C'est soit l'un, soit l'autre. Et donc, on a choisi de rester avec l'hospitalisation à domicile et de faire ça à la maison. Voilà, jusqu'au bout.
Donc c'est sûr que quand on te parle d'une durée d'heures ou de jours, tu te dis que ça peut être surmontable. Ça a duré un peu plus de temps, donc ça a été aussi un paramètre un peu compliqué à gérer. Et en fait, pendant cette période-là, donc on va faire, mes amis vont s'occuper, mes copines de l'asso, de tout ce qui est administratif, d'aller aux pompes funèbres, de choisir des choses improbables, enfin tu vois, d'avoir des conversations avec tes copines. Tu dis que jamais dans ta vie tu peux te dire que tu peux avoir ce genre de conversation, de choisir la couleur du cercueil de ton fils. Enfin, c'est des choses qui sont improbables. C'est même irréel. Mais ça te met, si tu veux, dans le... tu dis, voilà, de toute façon, il faut faire ces choix-là. Et au moins, quand ça arrive, ça sera fait. Voilà. Et donc, elles nous ont déchargé de toute la partie administrative. Et nous, à partir de ce moment-là, on a passé outre les règles du Covid. Et les gens qui voulaient venir voir Arthur sont venus voir Arthur, nos amis. Et vraiment, on a passé des moments de partage, mais incroyables à ce moment-là. Toi, c'était parce qu'on savait en plus qu'avec le Covid, on ne pourrait pas avoir tout le monde à la cérémonie, qu'on allait être limité là-dedans, etc. Et donc, nos amis les plus proches, ils sont venus, ils étaient là, on était autour d'Arthur, et c'était presque beau, parce que puis tout le monde a pu lui parler, puis on a pu échanger autour de tout ça, ça restera quand même des beaux moments autour de lui. Et donc, 1 heure ou quelques jours, ça s'est transformé en 27 jours, puisque Arthur est décédé le 27 mai. Et là, ça a été... je sais pas, le temps devient... tu te dis que tous les jours, ça peut arriver. Donc, en plus, tu te dis que ça peut arriver la nuit, le jour, tu sais pas quand, en pleine nuit. Tu dors plus. Non, tu sais plus. Alors, nous, on dormait avec lui. Parce que, évidemment, pendant tous ces mois-là, en fait, Arthur n'a pas voulu redormir seul. Donc, on tournait, on se faisait... Et là, on a passé 1 mois... avec lui, et en fait, c'est terrible, parce que le peu que tu t'endors, tu te réveilles, et en fait, tu mets la main sur son ventre pour voir s'il respire ou pas, donc ça, c'est des moments... Alors, je pensais en faire plus de cauchemars, on va dire qu'actuellement, ça va, mais c'est arrivé la journée, c'est arrivé à midi 45, et je t'avoue quand même que c'est quelque chose, je pense que ça va nous aider quand même à passer des meilleures nuits, que d'avoir cette sensation et de te réveiller et qu'il soit plus là, en fait. Et on... Tu l'as tout de suite vu, ce jour-là ? Tu savais que c'était le dernier jour ? Le matin, ouais, j'ai vraiment senti que ça commençait à... la respiration, ça devenait de plus... Et en fait, comme les jours passaient et tout, et Alex, il avait repris un peu le boulot parce qu'il se disait, bon, il faut quand même que je reprenne un peu. Il avait repris le lundi. Et en fait, là, le mercredi matin, il part au cabinet. Et en fait, au bout de 2 heures, je l'appelle, je lui dis, reviens, il faut que tu reviennes. Tu vois, je sens qu'il y a un truc et tout. Je me dis, donc il revient direct. Donc nous, là, on avait un peu déjà parlé avec nos amis par rapport à Jules, parce que ça va être tout un truc aussi. Et tu vois, dans l'accompagnement de l'autre enfant par rapport à ce moment-là, tu te poses 1000 questions. Tu te dis, mais comment je vais faire ? Parce que déjà, moi, je ne sais pas comment... Il était à l'école à ce moment-là ? Non, on était mercredi, il était avec sa nounou. Il y avait la nounou qui était à la maison, mais là, on sent quand même que ça va pas aller. Et donc, on renvoie la nounou, on appelle une copine et on lui dit, viens chercher Jules. Voilà. Et donc là, on se remémore toutes les conversations avec les médecins qui sont à la base pas forcément par rapport à nos idées. Tu sais, tu peux avoir... Nous, là-dessus, on avait des idées, mais non, mais il faut pas qu'il le voit comme ça, mais ça va être trop dur, etc. Les médecins nous ont dit, attendez, il faut poser les questions à Jules et il faut surtout pas louper d'étapes, parce que si vous loupez des étapes à ce moment-là, ça peut être sur le long terme vraiment quelque chose de complexe. Donc, on a dit OK. Donc là, on lui a dit, écoute, Jules, Arthur va vraiment pas bien. Est-ce que tu veux venir le voir, etc. Et là, c'est vrai qu'Arthur était vraiment dans un état de souffrance respiratoire, donc vraiment pas beau à voir. Mais Jules dit, mais c'est pas mon frère, là. Tu vois, il se passe vraiment quelque chose. Mais il lui dit bon, il lui fait un bisou. Enfin, pour moi, tu vois, et là, on voit l'importance du coup. On se dit, il fallait vraiment qu'il y ait un lien. Donc, il se passe quelque chose à ce moment-là.
Jules part et donc nous on reste tous les deux et on vit les 2 dernières heures avec lui. Voilà, je ne savais pas ce que voulait dire. Enfin, pareil, on parle du dernier souffle, on parle de ça. On l'a vécu avec Alex, tous les deux, avec Arthur. Je pense que même à un moment, il a lâché aussi, tu vois, parce qu'en fait, Arthur, depuis le début, c'est un warrior, tu vois, depuis qu'il est né, depuis qu'ils sont nés, ses enfants, ils se battent pour la vie, et je pense qu'il voulait pas lâcher. Et là, tu vois, à un moment, on lui a aussi dit, hé Arthur, t'as le droit, tu vois, t'as le droit aussi de lâcher, là, parce que là, tu commences à vraiment souffrir, tu vois, envoyer ça. Et donc, on l'a fait, voilà, on lui a dit, bah voilà, t'as le droit de... Vas-y Arthur, quoi. Et là, on a pu lui parler, tu vois, on a pu discuter avec lui, on a pu lui dire tout ce qu'on valait, et pareil, hein, c'est un truc, c'est terrible, mais on regrette rien, quoi. Tu vois, jusqu'au bout. Enfin, tu vois, on s'est dit, c'était comme si, bah voilà, l'histoire, elle était, enfin, du début jusqu'à la fin, on l'a accompagnée. Et le fait d'avoir fait donc toutes les étapes administratives avant et tout, on n'a pas été stressé. En fait, à ce moment-là, on n'est pas surstressé sur ce qu'il faut faire. Tu vois, on appelle l'infirmière, on appelle le médecin, ils viennent, machin. Mais c'est surréaliste comme moment à ce moment-là pour toi, ou tu peux prendre conscience de ce qui vient de se passer? Je crois qu'au fond, en fait, visuellement, je ne savais pas trop comment... Parce que moi, il y avait vraiment un côté visuel de comment ça allait se passer, parce que bah, je n'avais jamais vu quelqu'un de mort. Donc voilà, j'avais quand même ce côté-là qui me hantait en fait un petit peu. Entre le moment où toute sa matinée de souffrance et puis finalement le moment où il est parti, en fait, il avait le visage beaucoup plus apaisé, tu vois, et presque il avait retrouvé en fait son visage d'avant la maladie. Et c'est ça qui est aussi, tu vois, que je veux garder comme image, parce que, comme dirait Jules, et moi j'ai exactement la même sensation que lui, par moment, il me dit, j'ai trop d'images dans la tête, là, comme ça, d'Arthur malade. Il dit, j'ai trop de trucs, là, qui me viennent devant, où c'est que Arthur malade. Et d'un côté, moi aussi, tu vois. J'ai parfois un peu du mal à avoir mon petit garçon qui était tout vivant, tout plein de... avec son vrai visage, entre guillemets. Et au moins... Voilà, quand on l'a senti, voilà, il avait retrouvé ses petits traits de bébé, et voilà. C'est quoi ce qui est le plus dur dans les jours qui suivent? Est-ce qu'il y a une culpabilité de te dire qu'il y a un soulagement? Est-ce que c'est de la difficulté de te dire que tu le reverras jamais? Comment est-ce que tu vis les choses que t'as l'air d'avoir été tellement forte pendant tout ce temps? Est-ce que tu t'autorises à craquer ou tu tiens encore? En fait, donc il y a une vraie ambivalence des sentiments à ce moment-là. Voilà, il y a ce soulagement d'en fait tout cet univers autour que tu as dans ta maison, les perfs, l'infirmière, les médecins, tout ça, de plus avoir tout ça, et puis de plus le voir dans l'état dans lequel il était, parce que ça, c'était vraiment dur. Et puis à la fois, oui, tu peux pas te dire, super, c'est fini, quoi. Tu peux pas te dire ça, mais en même temps, voilà, on l'avait préparé. On avait préparé depuis 8 mois ce moment-là, et tout le cheminement qu'on a fait nous permet, à la différence d'une mort brutale, d'un accident, aussi de l'accepter un tout petit peu mieux à ce moment-là, en fait. Et donc jusqu'à la cérémonie, donc, qui finalement ne se passe qu'une semaine après, parce que il y a il n'y a pas de place avant, en fait. Là, moi, je tiens vraiment sur... un peu sur les nerfs, quoi. Alors évidemment, hein, qu'il y a eu plein de moments où on a craqué, mais ça nous laisse le temps de préparer une cérémonie comme on le voulait, et de rien faire dans la précipitation. Et c'est ça qui va être aussi apaisant dans toute cette période-là, c'est que on a pu faire les choses, voilà, sans se précipiter, on a pu prendre les décisions sans se dire je sais pas, mais c'est pas grave, faut le dire vite, etc. Et pareil pour Jules, tu vois, Jules, quand Arthur, ça a été fini, on l'a fait revenir à la maison, chose qu'on aurait pensé improbable. Et Jules a vu son frère décédé dans son lit, et en fait, il a été lui parler. Il s'est enfermé tout seul dans la chambre.
On ne sait pas ce qu'il s'est dit. Jules a dit, c'est mon secret avec mon frère. On lui a dit, mais il n'y a aucun problème, Jules. C'est ton truc. Et tu vois, tous ces moments-là, en fait, c'est des moments que tu ne peux pas préparer si c'est brutal. Et là, voilà, donc finalement, ça s'enchaînait quand même bien et t'as pas l'impression de prendre des mauvaises décisions ou de choses parce que tout a été réfléchi et pas quand ça se passe tellement c'est tellement dur que si t'as pas tout préparé, ça peut être compliqué. Donc voilà. Et puis on va faire cette cérémonie. Entre-temps, on va organiser plein de petites actions par rapport à l'imaginaire des enfants et donc l'imaginaire des étoiles. Avec Jules, 3 jours après, on a fait un lâcher de lanterne chinoise. Il y avait que les meilleurs copains d'Arthur et Jules, tu vois, on était un petit groupe, juste les parents, tout ça. On a lâché ces lanternes, tous les enfants, ils lui ont parlé, ils disaient Arthur, faut que tu nous envoies tes super pouvoirs, ça va être magnifique, tu vas nous aider, etc. Et tu vois, il y a une semaine, il y a une petite fille, une copine d'Arthur qui m'a dit, bah tu sais quoi, je sais faire du vélo sans roulette et ça c'est grâce au super pouvoir d'Arthur. Et c'est beau, tu vois, ils ont tous cet imaginaire avec ça et ils en parlent beaucoup entre eux, en tout cas les copains un petit peu proches. Donc voilà, on a essayé de faire ça. Et puis la cérémonie, donc on était en nombre restreint parce qu'on avait le droit d'être 25. Et c'est pareil, Jules est venu. Une autre question où tu te dis, j'emmène mon enfant ou j'emmène pas mon enfant ? Comment on va faire ? Parce qu'il y avait le cercueil et ça au début tu te dis, mais comment je vais expliquer ? Parce qu'aujourd'hui il est parti dans les étoiles. Comment on explique ? Et finalement, nous on a pris un imaginaire pour le cercueil, on a appelé ça la boîte à souvenirs. Et en fait, comme Arthur est parti habillé en Capitaine America, qui était son super-héros préféré, et qui avait toutes les choses qu'il aimait dedans, en fait, c'était un petit peu la fusée qui lui emmenait toutes ses affaires. Et pour tout le monde, pendant la cérémonie, ça a aidé tout le monde à se dire, finalement, que Arthur n'était pas... voilà, de s'imaginer cette boîte à souvenirs. Et avec Jules qui était là, qui a chanté toutes les chansons, qui était joyeux, qui, quand nous, on a fait notre discours avec Alex, est venu dire un mot à la fin... et qui a amené en fait de la vie parce qu'en fait c'était ça c'est ça la suite aussi, c'est la vie avec Jules. On est 2 mois après. Comment est-ce que tu te sens aujourd'hui ? Je me sens donc actuellement c'est vrai que c'est une période c'est l'été, c'est super, il fait beau, il fait chaud, on voit les copains, on voyage beaucoup, donc c'est top. Donc ça on va dire que la période est plus propice à ce que ça aille un petit peu mieux. C'est sûr que sur l'avenir, la suite, ça peut... Je sais que la rentrée, par exemple, m'angoisse un petit peu. Ça va être la rentrée en CP de Jules. Donc, quand on va retourner un petit peu en fait, dans une routine. Là, c'est vrai qu'avec cette période qui est en plus une période actuelle un peu particulière quand même, où les gens ne travaillent pas forcément tout le temps, etc., où on peut voir du monde. Mais on profite quand même de tous ces moments-là, parce que je pense qu'on le mérite, qu'on en a besoin de lâcher un peu et de penser un petit peu à nous. Donc voilà, on essaye petit à petit de se reconstruire tous les 3 avec Jules. On est encore une fois très entourés. Et ça, c'est vraiment... c'est tout ce qu'Arthur, en fait, toute cette maladie, tout ce qu'elle a dégagé autour d'elle, toute la solidarité, la générosité, l'amour, les rencontres, les moments forts partagés, c'est aussi ça, voilà, qu'on a envie de retenir, même si aujourd'hui, oui, un petit d'un garçon de 5 ans, ça doit pas se passer comme ça. Il y a quand même certaines choses qui te réconcilient un petit peu avec l'humanité et au fait qu'on peut... comme on le dit avec l'association, ajouter de la vie au jour, à défaut d'ajouter des jours à la vie. Et c'est ça qu'on veut encore transmettre et faire perdurer, c'est de se dire, on ajoute de la vie à toutes les journées. Et toi, comment tu vas ? Je vais plutôt bien, on va dire. Alors ça peut être déstabilisant de dire je vais plutôt bien, mais vraiment, moi, dans ma tête, j'ai vraiment l'impression de m'être préparée à tout ça. Et alors, j'ai évidemment des moments de manque qui sont très durs. Tu vois, par exemple, en ce moment, je peux pas regarder des photos. J'arrive pas. J'ai eu des périodes où, quand on a préparé la cérémonie, ça m'a fait un bien fou de regarder plein de photos, plein de vidéos. Là,
là par exemple, voilà, en ce moment, j'y arrive pas, mais j'ai une philosophie qui est quand même assez positive de la vie et j'ai pas envie de. Et je sais que Jules m'aide aussi à faire ça. J'ai pas envie d'être. Alors il y aura forcément, il va y avoir des moments qui vont être compliqués, des passages dans 10 jours, c'est l'anniversaire des enfants. Ça va être très dur, je le sais. Mais voilà, j'ai envie de justement de profiter avec ma famille et avec tous nos amis et de vivre tout ce qu'on peut vivre et de la façon la plus positive possible. Merci beaucoup, Sandy. Je sais que c'est pas simple d'avoir accepté de raconter tout ça. On peut retrouver toutes les infos sur ton site, il y a sur le site des Étoiles Filantes, et on peut aider l'association. Et puis je pense que on pourra peut-être faire un jour un épisode ensemble. Tu me parles avec du recul pour Nouvelle Vie à 3. Avec grand plaisir, en tout cas, merci d'avoir écouté tout ce que j'avais à dire, mais c'est vrai que voilà, ça permet de transmettre certains messages, et si parfois ça peut aider d'autres familles qui pourront malheureusement connaître cette maladie, et surtout que ces familles-là n'hésitent pas à nous contacter sur les Étoiles Filantes, parce qu'on est là aussi et on a envie de continuer ce combat pour les autres enfants. Merci. C'était Sandy Tourondel, fondatrice de l'association Les Étoiles Filantes pour aider les enfants atteints de cancer. Retrouvez tous les détails pour aider sur leur site web, lien dans les notes. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux @lamatrescence. Et sinon, mettez 5 étoiles, ça aide vraiment. Merci. Mon site web est en ligne, n'hésitez pas à y faire un tour, le lien est dans les notes également. On se retrouve à la rentrée, je vous souhaite un très bel été.